Tout juste 19h, bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19-20. Tout à l'heure, Catherine Matoche reviendra sur la reconquête de Mossoul. Le Premier ministre irakien a déclaré aujourd'hui la victoire contre Daesh après une bataille qui aura duré de longs mois. C'est un grand tournant dans la guerre contre Daesh, mais celle-ci n'est pas encore terminée. Plus près de nous, en Poitou-Charentes, cette fois, déplacer un bloc de 15 tonnes à 50 mètres de hauteur. Opération de haute voltige au sommet du pont transbordeur de Rochefort. Le monument historique poursuit sa rénovation titanesque pour retrouver le visage de sa jeunesse. Reportage dans ce journal. Et quand le village de Dignac en Charente quitte ses atours du XXIe siècle pour replonger dans le Moyen-Âge, c'est à ne pas rater. Ça se passe une fois par an et nous y étions entre croisés et chevaliers. Théâtre, art du cirque et chansons, un grand festival dans un petit village. Brioude-sur-Boutonne se démarque de ses concurrents de l'été. Page spéciale dans ce journal. Mais avant cela, c'est une idée qui pourrait bien faire des émules. Partir naviguer à la voile et ne s'arrêter que pour des étapes gastronomiques. Le projet s'appelle Sail It. À l'origine, 3 Rochelais qui se sont mijotés un voyage aux petits oignons. Jérôme Villain et Didier Gomez sont allés à leur rencontre quelques heures seulement avant leur départ de La Rochelle. Pierre, Alexis et Raphaël sont amis. Ils ont en commun le goût de l'aventure, de la mer et de la gastronomie. 3 Parisiens qui ont tous une bonne situation, ingénieurs, responsables d'hôtellerie et publicistes. Pourtant, tous les 3 ont démissionné pour accomplir leur rêve de tour du monde et pour réaliser un défi culinaire. C'est pouvoir à la fois stocker nos ressources. Donc on est associé avec les bocaux Le Parfait. Donc ça va nous permettre à la fois de pouvoir nous nourrir, nous, donc stocker tout ce qui est nourriture, la pêche qu'on va pêcher. Et puis aussi pouvoir faire voyager les recettes. Donc une recette qu'on va découvrir au Cap-Vert, par exemple, la faire voyager au Brésil et faire découvrir à des Brésiliens qui n'ont pas forcément l'occasion, la chance de partir, une recette capverdienne, par exemple. Pendant 2 ans et au cours de nombreuses étapes à travers le monde, ces 3 Parisiens vont donc vivre une aventure culinaire et s'enrichir de rencontres avec un budget limité, une démarche totalement volontaire et assumée. Bien manger, je ne pense pas que ça passe par l'argent. Et aujourd'hui, il y a déjà une prise de conscience en France. Il y a des grands chefs qui ont un peu élevé la voix en disant bon bah c'est bien de manger du homard, du bar, des produits nobles, etc. Mais c'est pas ce qui fait la gastronomie. On doit redonner vie aux produits du terroir et des produits de saison qui sont pas chers et qui sont très intéressants en assiette. Dans l'assiette, ils sont bien travaillés. Le départ de notre équipage gastronome depuis le vieux port de La Rochelle a eu lieu ce dimanche après-midi. Première étape, le Cap-Vert. Alors bon vent et bon appétit bien sûr. Et en mer ou sur terre, nouvelle alerte sur le front de la météo. La Charente et la Vienne sont replacées en vigilance orange aux orages, avec un risque marqué de grêle et de fortes pluies. Le phénomène a cours en ce moment et devrait durer jusqu'à 23h ce soir. Attention donc si vous devez sortir et prendre la route. C'est fait à Rochefort. L'ultime tronçon du tablier du pont transbordeur a été déposé hier. Opération délicate sous les yeux de la foule réunie sur les rives de la Charente. Mais attention, le chantier est loin d'être terminé. Il ne s'achèvera qu'au terme de l'année 2019. Sophie Gou et José Souza. Les touristes et les Rochefortais qui s'étaient massés sur les rives de la Charente regardaient tous dans la même direction, vers le pont transbordeur. On allait procéder à la dépose du dernier morceau du tablier, le 22e et dernier bloc de 15 tonnes qu'il fallait retirer. Et c'est 50 mètres plus haut que les ouvriers vont travailler. Décrocher le bloc et le laisser descendre doucement à 2 mètres par minute pour le poser sur une barge. Travailler sur les ponts suspendus, c'est très habituel chez nous. Ce qui n'est pas habituel sur un chantier comme le pont transbordeur, c'est que c'est le seul existant en France. Donc des travaux comme ça, on n'a pas l'occasion de les faire ailleurs. Cela étant, remplacer des câbles sur des ouvrages suspendus, on l'a déjà fait. Remplacer des tabliers de pont aussi. Là, sur le pont transbordeur, on fait les deux, et surtout avec un tablier de pont qui est à 50 mètres de haut. Donc c'est un chantier très spécial. Le chantier qui sera ouvert aux visites doit durer jusqu'en 2019 et va consister à redonner au pont son aspect d'origine tel que l'avait conçu Ferdinand Arnodin en 1898, en effaçant donc les restaurations faites dans les années 30. Désormais, ce sera une poutre à treillis, articulée, ajourée, donc on aura quelque chose de beaucoup plus léger
que la poutre qu'on a là. J'ai tenu à ce que ce soit le même dispositif qu'au 19e, c'est-à-dire qu'on va faire du rivetage à chaud. Il n'y aura pratiquement pas de boulons. Ensuite, la couleur aussi va changer parce que là, il est gris. En réalité, à l'origine, il était noir. Pour les spectateurs, le pont est beaucoup plus qu'un monument historique, c'est un repère familier. En tant qu'Oléronais, nous allions au lycée à Rochefort et nous prenions le car qui prenait le transborder. Voilà. Donc vous êtes monté dessus? Oui. Avant de, oui, avec l'âge, avant qu'il y ait les ponts. Peut-être que l'Hermione porte une faculté supérieure de publicité, en quelque sorte, d'image de la ville, parce qu'elle se déplace. Mais en termes de longévité, le transborder lui a déjà mis pas mal d'années d'avance. Donc ça va être compliqué pour elle de rivaliser sur ce plan-là. Opération réussie. Le chantier va maintenant se poursuivre à terre notamment et les visiteurs pourront le suivre de beaucoup plus près. Et on ouvre notre traditionnelle page des sports du dimanche par un exploit, celui des volleyeurs français. Ils ont battu cette nuit les champions olympiques brésiliens sur leur terre en finale de la Ligue mondiale. C'est leur deuxième titre dans la compétition, match à suspense et une victoire 3-7-2 qui porte la marque d'Erwin Ngapet, 29 points inscrits pour la star française. Formée à Saint-Benoît, Ngapet élu meilleur joueur du tournoi. Et en football, derby amical hier soir entre les Chamois niortais et les Girondins de Bordeaux. Les deux équipes s'affrontaient hier soir à Royan pour leur deuxième match de préparation. Niort, Bordeaux, les deux seules équipes de football professionnel de la Nouvelle-Aquitaine. C'est peu à l'échelle de la grande région. Alors pourquoi sont-elles si peu nombreuses? Élément de réponse avec Jérôme Villain et Didier Gomez. Une affiche Chamois-Niortais, Girondins de Bordeaux, il va falloir s'y faire, mais c'est désormais un derby régional. Certes, les deux Sévriens ne sont pas en Ligue 1, mais les deux formations sont les seuls représentants du football professionnel dans une région grande comme l'Autriche. Comparé aux 4 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 en Bretagne, c'est bien peu. Ça serait mieux s'il pouvait y en avoir 2, 3. On voit dans le Pays Basque espagnol, il y a 4 clubs maintenant, je crois, en Liga. En plus, ils se classent dans les 10 premiers. Il y en avait 5 avec Osasuna qui est descendu. Donc ça doit être possible. Mais je pense que pour ça, il faut une autre mentalité, plus de moyens. Mais techniquement, c'est faisable. J'aimerais bien que les Chamois passent en première division. Non, mais blague à part, c'est peut-être une... On investit, je crois que le département investit beaucoup pour le rugby, notamment dans les stades. Nous, à Niort, on est confrontés à ça. Ce serait bien qu'il y ait d'abord plus de clubs, ça c'est sûr. Problème de mentalité, concurrence du rugby, il manquait une autre explication à la suprématie des Girondins de Bordeaux en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est la suprématie des Girondins de Bordeaux. Le club agit comme un aspirateur à talent. Un petit peu, ouais, parce que c'est eux qui ils apportent les jeunes à venir chez eux en fait. Et même j'ai un copain à moi qui joue à Bordeaux, là, il est actuellement en U19, là, il va monter en professionnel l'année prochaine. Donc c'est pour dire que tout le monde va à Bordeaux, quoi. Tous les jeunes vont à Bordeaux. Côté match, victoire 2-1 des Girondins de Bordeaux pour leur premier match de la saison 2017-2018 dans le derby régional qui promet de devenir un grand classique. Et en football, comme en BMX, jouer à domicile, ça peut aider. Preuve en est, le Saintais Joris Daudet, licencié à Bordeaux, est redevenu hier champion de France de BMX devant son public, place des Quinconces à Bordeaux. Prochaine étape, ce sera les championnats d'Europe le week-end prochain, encore à Bordeaux. Et du cyclisme, toujours, on prend des nouvelles de Sylvain Chavanel, engagé dans cette 9e étape du Tour de France, particulièrement relevée avec 3 sommets classés hors catégorie. Le Châtelleraudais a bien tenté plusieurs échappées dans les cols de la journée, mais c'est le Colombien Rigoberto Urán qui remporte cette étape entre Nantua et Chambéry, aussi redoutable que spectaculaire. Et ce n'est pas encore le Tour de France pour le top 16, mais la meilleure formation masculine de la région et sur tous les fronts. Tour des Deux-Sèvres, Étoile d'Or, son credo formé de jeunes cyclistes charentais dans le but de les faire évoluer à terme en division nationale 1, l'élite des coureurs amateurs. Freddy Vetto et Julien Delage. Gabriel, des petits sprints pour préparer ce soir. Pour les autres, Kylian, voilà, ta sortie habituelle du mercredi, tu la connais. Bastien, pareil. Sortie à la carte pour les coureurs du centre de formation du top 16. Les consignes sont celles de Simon Madiot.
À 23 ans, le fils d'Yvon Madiot est chargé de former la relève de la meilleure équipe masculine du Poitou-Charentes. Cette année, la structure créée en 2008 compte 13 cyclistes de 14 à 18 ans et de niveaux différents. C'est pas super. Chacun a envie de briller sur telle ou telle course pour telle ou telle raison. Et moi, mon objectif est vraiment qu'ils réussissent sur ces courses-là. On a des coureurs qui sont sur le plan national, comme Valentin Retailleau, qui aujourd'hui joue les premiers plans nationaux. Lui, on va le préparer pour toutes les grosses échéances nationales. D'autres ont des objectifs plus minces, et ben on va les préparer de la même façon. À leur programme chaque semaine, 8 heures de cyclisme, entre cyclocross, piste et route. Des sorties ajoutées à une préparation physique à base de natation et de musculation. Les coureurs sont pour la plupart licenciés en Charente, recrutés en fonction de leur degré de motivation. Je suis rentré au centre de formation parce que ça nous permet d'apprendre beaucoup plus. On a des entraînements beaucoup plus réguliers et c'est beaucoup plus diversifié que ce qu'on peut faire dans des petits clubs qui n'ont pas forcément un gros budget, où on ne peut pas faire d'activités variées et tout ça. Le cyclisme, j'en fais pour repousser mes limites, je fais ça pour voir jusqu'où je peux arriver. Pas forcément finir comme ceux qui sont à la télé, mais je vais voir jusqu'où je pourrai arriver. En tout cas, je vais donner mon maximum. Donner son maximum sur le vélo et à l'école. Les coureurs les plus âgés suivent leurs études au lycée Marguerite de Valois d'Angoulême. 25 heures de cours par semaine encadrées et adaptées pour faciliter ce double cursus sportif et scolaire. L'entraîneur est présent à tous nos conseils de classe. Donc si les résultats sont pas assez hauts, il y a des dispositions qui sont mises en place. Donc oui, le travail est contrôlé. Donc on est bien suivi au niveau du sport et des études. On a des profs et un lycée qui est à notre écoute, qui sait, par exemple, on peut partir le jeudi pour aller en course et inversement, on a au centre de formation des adultes pour nous aider aussi à faire nos devoirs ou à travailler, quoi. Donc c'est assez agréable. Le centre de formation détient le plus haut label du parcours d'excellence sportive de la Fédération française de cyclisme. Des conditions idéales pour atteindre le haut niveau, comme a su le faire Johan Payot. Issu du centre devenu professionnel, il est aujourd'hui le leader du top 16. Un exemple à renouveler, l'objectif de Simon Madiot. Moi, mon objectif ultime, c'est qu'un jour, on ait 3 à 4 aspirants comme chaque année et que les 4 viennent du centre, quoi. Et qu'on les ait pris dès tout jeunes et qu'on les ait entièrement façonnés. Cette saison, 3 cyclistes du centre de formation sont susceptibles d'intégrer le top 16. L'équipe masculine la plus forte du Poitou-Charentes évolue en division nationale 1, l'élite des coureurs amateurs. Allez, on fait un bond dans le temps au Moyen-Âge, direction d'Ignac en Charente pour une grande fête médiévale. Le village s'est entièrement transformé pour une journée, attirant près de 5000 personnes. Bruno Pilet et Cécile Landé. À Dignac, ni donjon ni dragon, mais des rues à l'ambiance presque médiévale, où des chevaliers cherchent leur chemin et des habitants gardent leur basket. Plus sérieusement, parmi les incontournables artisans d'époque, il y a Serge, arbalétrier professionnel. Vous aurez un carreau qui sera placé sous la petite languette qui est ici, voilà, comme ça. Le carreau, je vous rappelle que c'est la munition de l'arbalète, et donc à l'époque on disait aussi d'ailleurs tiens-toi à carreau, ce qui voulait dire tiens-toi à bonne distance des arbalètes, parce qu'on se méfiait du carreau. Un peu plus loin, que diriez-vous d'une rencontre qui ne manque pas de piquant avec des serpents? Caresse-le. Ouh là, il est énervé. Attention, la tête, elle est près de ton doigt. Non, tu peux ouvrir les yeux, c'est une blague, ce sont du python royal. On le sent bouger tout doucement. Et j'ai juste eu un petit coup de flip quand il est vraiment passé derrière mon dos, puis il a commencé à rentrer dans mon t-shirt. Mais c'est étonnant et puis c'est agréable en fait. Je trouve ça hyper bien préparé, les animations sont top. Voilà, je trouve ça vraiment sympa pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. C'est devenu un rendez-vous incontournable dans ce coin de Charente, une idée du comité d'animation de la ville, né il y a 20 ans. J'ai reçu une pub des Battleurs et le Saltimbanque du Poitou. L'idée m'est venue de créer une fête médiévale. Donc on a fabriqué une vingtaine d'échoppes, et puis j'ai fait jouer également les gens du village, la première année, la deuxième année, la troisième année, et petit à petit la fête a pris de l'ampleur. Et nous avons eu le premier prix des meilleures initiatives culturelles en milieu rural en 2003. Chaque année,
plus de 5000 personnes voyagent au Moyen-Âge à Dignac. Le festival Cognac Blues Passion s'est terminé. L'édition 2017 s'est achevée hier. Entre coup de cœur et coup de chaud, l'occasion de faire le bilan avec nos équipes sur place. La 24e édition se termine, une fréquentation un peu moins puissante que les dernières années, avec une programmation un peu plus osée, une baisse qui était prévue et assumée. Il est satisfaisant sur le plan artistique, en tout cas, sur la couleur, sur la qualité de ce qui est proposé. Après, un peu frustrant sur certaines soirées où il y a eu un peu moins de monde que d'habitude. Par exemple, sur la soirée d'Archive, c'était un peu léger, même sur la soirée de Didier Projecteur. Mais sinon, les autres soirées sont plutôt satisfaisantes, enfin en termes de qualité et de public, bien sûr. Et oui, moi je pense que ce pari il est plutôt réussi. En tout cas, les pépites des petites scènes ont fait le plein. Cette proposition artistique de découverte gratuite fait toujours partie de la ligne éditoriale. Ces surprises, c'est l'ADN du festival. La 24e édition se termine et la 25e est déjà sur les rails. La première piste, c'est que je vais essayer. Alors, quand je vais essayer, ça dépend des moyens, ça va dépendre de tout un tas de choses, de tout casser, de casser beaucoup de codes et de surprendre vraiment à nouveau. Je ne peux pas en dire plus, parce que je le ferai, mais c'est que je ne peux pas. Mais l'idée, c'est vraiment de vous surprendre et d'inscrire le festival sur les 10 ans prochains. Et autre lieu, autre événement, Petit Village ne veut pas dire petit festival. Celui de Brioude-sur-Boutonne se veut un grand événement culturel, social et économique avec pour centre de gravité l'art et l'humain. On rejoint sur place Isabelle Hirsch, François Péan, Philippe Péan et François Gallard. Lors du festival au village, on voit des spectacles et on a aussi l'occasion de découvrir des créations en devenir. C'était le cas ce matin avec le spectacle Faut se tenir, une dédicace à Mamie Janine. La sauce blanche béchamel ne passe pas du tout. Et le blanc de l'œuf roussi qui a cuit au fond a un goût métallique. Chloé Martin est venue en résidence avec sa compagnie pour peaufiner son nouveau spectacle intitulé Faut se tenir. C'est l'occasion pour elle de travailler sereinement et de se confronter aux spectateurs. Stop, non, stop, vous passerez pas la frontière. Les étapes avec le public, le fait qu'on ait vraiment le public en face, quoi. C'est vraiment ces temps-là d'étapes et avec un temps prévu de discussion derrière, quoi, vraiment. Donc oui, enfin, moi j'aime bien ça, comme je suis vraiment dans le relationnel, j'ai besoin de ça pour vérifier ce qui fonctionne pas, comment ça emmène sur un chemin que moi j'avais pas vu parce que j'ai la tête dans le guidon et que tout à coup, pouf, c'est le public qui m'ouvre une autre porte que j'avais pas vue, donc ça c'est super. Et d'ailleurs, le public a beaucoup réagi, notamment sur la notion de culpabilité, très présente dans le spectacle. La façon dont on a été éduqué, la façon dont tous les jours il y a des petites choses qui nous culpabilisent et puis après quand on devient parent à son tour, la façon dont on transmet des culpabilités, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, on est encore dans le bien se tenir et c'est difficile de lâcher prise. Pour monter ce spectacle, Chloé Martin a recueilli de nombreuses réactions à partir de l'expression « faut se tenir » et chacun devait exprimer ce qu'elle lui évoquait. Elle s'est inspirée de sa propre vie. Elle raconte des anecdotes sur sa grand-mère, dite Mamie Janine. Je suis la fille de Mamie Janine. Donc, par rapport à la culpabilité, j'ai décidé, parce que je suis un petit peu au courant de ce qu'ils font, mais je découvre. Alors, jusqu'où vont-ils aller? La première du spectacle aura lieu en avril prochain à Poitiers. Son ami qui lui fait découvrir le pays. Un festival comme Brioude-sur-Boutonne repose en grande partie sur les épaules des bénévoles. Tout un travail est fait actuellement pour les remettre au centre de l'événement. Les bénévoles du festival au village se retrouvent au cœur d'une œuvre théâtrale écrite par Monique Grégaud. La metteur en scène, qui est aussi auteur, a recueilli les témoignages de ceux qui s'activent dans l'ombre et qui permettent le bon déroulement de l'événement. Elle en a fait une pièce de théâtre. Écoutez, j'ai fait quand même un petit peu d'écriture, c'est pas du documentaire. Donc ils se sont reconnus, mais j'ai un peu écrit quand même. Ce travail s'est enrichi cette année d'une démarche sociologique. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour savoir quelle place chacun s'octroyait. Quand Moni leur a dit « mais c'est extrêmement exceptionnel ce que vous faites », ils ont dit « mais non, c'est pas vrai, c'est pas exceptionnel du tout ce qu'on fait ». Et si, Moni leur a dit « moi je connais pas d'autres festivals tellement comme ça en France, tel que vous le faites ».
Le festival au village ne veut pas perdre son âme et garder en tête une notion de territoire. Le travail entrepris se poursuivra à l'automne. Les spectacles se succèdent sur les différentes scènes, parmi eux celui de Jeanne Mordoge, qui a choisi de venir à Brioude malgré une proposition du Festival d'Avignon. Le spectacle commence par la réalisation d'une fresque. Des corps de femmes dessinés les yeux fermés, une démarche presque impossible à définir par l'artiste. J'ai pas de réponse au pourquoi. C'est des élans, des nécessités, des envies comme ça. Voilà, il n'y a pas de raison en fait, je pense, à l'art. Et c'est pas raisonnable tout ça. Elle se transforme ensuite en poulet qui gobe et régurgite des œufs, une véritable performance à mi-chemin entre le cirque et la danse, avec un travail de mime digne de celui de Charlie Chaplin. À suivre, la météo, puis votre édition nationale, le 19-20, continue sur France 3. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.